Bonjour, bonjour, ici Marie-Claude Roy. Et oui, c'est la faute aux neurones miroirs. Et restez avec moi parce que vous allez savoir pourquoi et surtout de quoi on parle. C'est quoi en fait des neurones miroirs? Ce sont des neurones moteurs, c'est-à-dire qu'ils vont créer de l'action. Par exemple, quand on prend une tasse de thé, ce sont des neurones moteurs qui vont s'activer. Mais elles ont la particularité, ces neurones moteurs-là, de s'activer en regardant quelqu'un d'autre. Comme par exemple, elle bâille, alors je bâille. Elle pleure, oh, j'ai le goût de pleurer. Elle chante, disons que j'essaie de chanter. Elle va penser, je vais essayer de deviner ce qu'elle est en train de penser. Donc, ce sont vraiment des neurones qui permettent d'être en communication avec les autres. Il faut savoir aussi que les neurones miroirs ont un rôle important dans l'apprentissage de n'importe quoi, par imitation. Oui, voilà. Et aussi un rôle au niveau de l'apprentissage du langage, particulièrement chez les enfants, toujours par imitation. Et puis, on y prête aussi un rôle au niveau des comportements sociaux. C'est Giacomo Rizulati, un Italien scientifique, qui a découvert ces neurones miroirs-là à la fin des années 80. Une belle découverte quand même. Disons que certaines personnes, telles que le docteur Ramachandra, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui est un Indo-américain scientifique en neurologie, qui a étudié beaucoup en neurologie comportementale, bien lui, il les appelle les neurones Gandhi. C'est beau, comme expression. Donc, elles vont s'activer surtout au niveau quand on est les mêmes espèces. Par exemple, un singe qui va regarder un autre singe faire quelque chose, il risque de faire la même chose. Puis entre humains, c'est la même chose. Certaines personnes les appellent aussi les neurones de l'empathie. C'est sympathique, hein? Donc, ça fonctionne pas, par exemple, si on regarde un robot faire quelque chose. Ça va pas nécessairement activer nos neurones miroirs. À moins, bien sûr, de humaniser ce robot autant que possible, comme on voit parfois dans certains films. Mais en général, un robot ne va pas activer nos neurones miroirs. Mais vous allez me demander la question suivante, et qu'en est-il de nos animaux domestiques? Puisque nous ne sommes pas de la même espèce, nos neurones miroirs sont-elles activées elles aussi? C'est une bonne question, hein? Donc, il est possible que ça dépasse un peu le cadre de la même espèce, justement. Donc, l'empathie, elle est là ou non? À vous de répondre si vous vous sentez empathique ou pas envers vos animaux familiers. Je crois que quand il y a un lien d'affection, les neurones miroirs s'activent à ce moment-là pratiquement automatiquement.
Donc, en temps de crise, supposons qu'un individu, un groupe d'individus qui se comporte d'une certaine façon, bien, c'est possible que ça a un impact comme un effet domino sur les autres individus autour. Puis il est possible que les neurones miroirs jouent un rôle dans cet effet de masse qu'on pourrait dire. Certains individus se mettent à avoir peur et là, tout à coup, les autres ont peur et puis voilà. C'est la folie furieuse, en fin de compte. Tout le monde a peur. À un certain moment, on ne sait même plus pourquoi on a peur. Tout le monde a peur, donc il faut avoir peur. Mais cela reste encore à prouver. Il y a encore des recherches qui doivent être faites à ce niveau-là, à savoir jusqu'à quel point ces neurones miroirs sont impliqués dans cet effet de masse au niveau social. Mais une chose est certaine, c'est que le fait de demeurer vigilant va beaucoup nous aider à traverser quelques crises que ce soit. Puis être vigilant, en fin de compte, c'est vraiment d'observer ses propres réactions. C'est de voir est-ce que la peur se manifeste, est-ce qu'il y a des réactions de panique, est-ce que tout à coup j'ai comme des scénarios de catastrophes qui m'envahissent l'esprit? Est-ce qu'il y a plus d'inquiétude que d'habitude? Les médias, jusqu'à quel point ça a un effet sur moi? Donc, ce qui est proposé par tant de stress ou d'angoisse ou d'anxiété ou de crainte, d'incertitude, c'est peut-être de s'arrêter un peu, de faire une pause ou des pauses, plus ou moins longues, s'arrêter, recontacter sa respiration, juste sentir l'air qui rentre, qui sort, et d'observer ce qui se passe en soi, toutes nos réactions, nos sensations physiques, nos émotions, les pensées, et juste laisser observer cela, puis laisser aller toute cette tourmente, laisser passer, un peu comme le vent qui passe par temps de tempête. On ne peut pas l'arrêter, mais on laisse aller. Et de faire ces pauses-là peut tout simplement créer de l'apaisement, puis éviter peut-être de réagir inutilement, ou éviter de réagir trop abruptement, réagir trop impulsivement. Alors voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Ici Marie-Claude Roy et je vous dis à très bientôt.